Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes. La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne. Une société raciste n'est pas la collection composite de groupes hétérogènes, mais fonctionne suivant un système de relations entre groupes de pouvoir inégales. Non, la race n'existe pas. Si, la race existe. Non, certes, elle n'est pas ce qu'on dit qu'elle est, mais elle est néanmoins la plus tangible, réelle, brutale des réalités. Et donc bienvenue dans une nouvelle émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui à la biopolitique, la rationalité scientifique et les luttes sociales à l'ère du coronavirus. Et pour en parler, nous sommes avec Lucky, bon connaisseur de ces questions et avec qui nous avons déjà consacré une émission au conspirationnisme. Donc bonjour Lucky. Salut. Alors du coup, évidemment, en cette période de coronavirus, de contestation sociale assez vive des biopolitiques étatiques, puis plus généralement des autorités politiques, scientifiques et médicales, eh bien, une émission de ce genre s'imposait. Alors évidemment, c'est une émission un peu expérimentale, dans le sens où nous n'avons pas de théorie toute prête à appliquer à ce sujet qui est assez complexe et assez épineux, et sur lequel on peut simplement discuter et essayer de dégager un certain nombre peut-être de lignes, de perspectives, et aussi pointer un certain nombre d'impasses ou de positions extrêmes. Donc par exemple sur la question de la biopolitique du coronavirus, bien sûr qu'il s'agit de critiquer la biopolitique capitaliste autoritaire de l'État français qui va instrumentaliser la crise sanitaire à des fins sécuritaires et qui va aussi privilégier en fait structurellement l'économie au détriment des besoins sanitaires des plus vulnérables. Donc il s'agit aussi d'avoir une position un peu complexe dans notre critique de cette biopolitique et pas simplement faire comme Agamben, dire c'est simplement une machination pour supprimer les libertés publiques, ni être non plus dans une adhésion complète à la manière dont l'État français notamment peut gérer la crise, puisqu'il gère cette crise aussi en fonction de la bonne marge du capitalisme, c'est-à-dire en minimisant les dépenses sanitaires et en cherchant à maximiser la participation de tout un chacun à l'économie. Et d'autre part, il s'agit aussi, à mon avis, de critiquer fermement le relativisme sanitaire qui peut exister dans nos milieux, alors qui était peut-être compréhensible au départ quand on pensait et qu'on nous disait que ce n'était rien de plus qu'une grippe, mais qui aujourd'hui est évidemment très problématique. Et on a déjà abordé cette question dans une émission avec Benoît, où on disait que ce relativisme sanitaire virait parfois au darwinisme social, dans le sens où finalement il n'y avait que les vieux qui mouraient, et donc ce n'était pas très grave, ce qui constitue évidemment une position extrêmement problématique. Donc, on pourrait dire qu'il s'agit d'appeler à une biopolitique par en bas, comme un article le proposait, et qui passerait non seulement par une attitude de lutte contre la propagation du virus, qui serait basée sur des analyses auxquelles on pourrait provisoirement faire confiance. Voilà, il ne s'agit pas non plus de tomber dans une forme de scepticisme généralisé, mais en même temps pas non plus tomber dans une forme de croyance aveugle à ce que disent les autorités médicales et étatiques. Donc on verra qu'on sera un peu sur cette ligne de crête tout au long de l'émission. Et puis évidemment, à long terme, il s'agirait de lutter contre les facteurs mêmes qui produisent ces pandémies, c'est-à-dire le capitalisme et ses ravages écologiques. Mais donc voilà, on voit que la question
de notre rapport à la biopolitique, elle est complexe et qu'il n'y a pas de solution clé en main à part à long terme de lutter contre le capitalisme qui produit structurellement ces pandémies. Et donc voilà, on va essayer tout au long de cette émission de proposer des pistes pour penser la biopolitique. Et on aimerait bien penser au-delà de cette biopolitique immédiate du coronavirus, la question du rapport à la biopolitique en général, la question des vaccins, la question des autres épidémies, et la question aussi de l'attitude à la rationalité scientifique qui évidemment suscite beaucoup de controverses aujourd'hui, que évidemment tout le monde défend ses gourous, ses théories de qu'est-ce que c'est que le Covid, d'où est-ce qu'il vient, comment est-ce qu'il faut s'en prémunir ou pas. Et donc voilà, c'est un petit peu toutes ces questions-là qui vont nous agiter tout au long de cette émission. Je pense qu'il y a un truc qui est largement occulté dans les débats sur ce sujet, c'est justement la dimension extrêmement politique de tous ces débats épistémologiques, qui fait que, en fait, tous les choix qui sont opérés par les autorités sanitaires, ils doivent être compris dans le cadre de la rationalité capitaliste. Et si on n'a pas cette matrice théorique, on est absolument incapable de comprendre, de penser les décisions qui sont prises par les gouvernements. Et du coup, on rétablit une espèce de fausse dichotomie entre la rationalité scientifique et les croyances alternatives, en polarisant les deux camps entre finalement ce qui serait la vérité scientifique à adopter et les erreurs commises soit bêtement par des gens qui adhéreraient à des théories conspirationnistes qui réfuteraient par exemple le bien fondé des vaccins ou des médicaments en blâmant Big Pharma, soit à l'amateurisme du gouvernement qui finalement fait n'importe quoi parce qu'il ne veut pas sauver toutes les vies. Voilà. Nous, ce qui nous importe, c'est de comprendre pourquoi et comment la gestion sanitaire est réalisée de cette manière. Oui, et d'ailleurs, c'est vrai que effectivement, on pourrait avoir naïvement tendance à se dire, puisque d'un côté, on a l'État capitaliste qui gère la crise selon une rationalité capitaliste, qui ne priorise pas les besoins sanitaires, et d'autre part, tout un tas de contestations qui ont l'air d'être, disons, contre-indiquées dans la lutte contre la pandémie, on pourrait se dire, mais tournons-nous vers les autorités médicales et scientifiques, un petit peu comme Andreas Malm disait qu'il fallait se tourner vers les climatologues, puisque les climatologues ne sont ni climato-sceptiques, ni comme les gouvernements à promettre il va y avoir une baisse des émissions de CO2, mais peut-être d'ici 2050, alors que les climatologues, eux, ils sont sérieux et ce seraient des alliés. Or, la question est beaucoup plus complexe, puisque d'une part, évidemment, ces autorités médicales et scientifiques ne sont pas neutres, elles ne sont pas en dehors de la société capitaliste et elles peuvent incorporer les exigences de la rationalité capitaliste dans leur discours. Deuxièmement, évidemment qu'il n'y a pas d'unanimité, de consensus absolu sur tout au sein des communautés médicales et scientifiques. Et donc, sans tomber évidemment dans une espèce d'hypercriticisme ou de relativisme, évidemment, la manière dont fonctionne la médecine et la science, c'est un petit peu plus complexe que simplement une espèce de délivrance de la vérité absolue. Et puis, troisièmement, se rallier à ces autorités médicales et scientifiques inconditionnellement, ce serait faire fi du caractère politique de celles-ci et aussi faire abstraction des contestations très importantes contre ces autorités médicales et scientifiques de la part d'une partie croissante de la population. Et ça, à l'occasion du coronavirus, mais c'est aussi des contestations qu'on retrouvait à propos d'autres pandémies par le passé, que ce soit le choléra au 19e siècle ou le sida au 20e siècle ou Ebola plus récemment, et qu'on peut retrouver dans d'autres domaines médicaux et scientifiques, comme la question de la vaccination, par exemple, dont on reparlera. Donc, effectivement, ce qu'on voudrait faire dans cette émission, c'est aussi interroger la question de la médecine et de la science, sans en faire une espèce de pôle neutre vers laquelle on pourrait se rallier contre, d'une part, la biopolitique capitaliste, et d'autre part, les positions relativistes sanitaires,
et qui souvent sont liées à des positions conspirationnistes. Oui, effectivement, enfin, finalement, j'ai l'impression qu'il y a aussi une appréhension de la science comme un monde en dehors de la lutte des classes qui ne serait pas soumise à des débats contradictoires, puisque finalement il existerait une sorte de consensus scientifique qui est régulièrement avancé. Et en fait, le coronavirus nous montre que ce n'est pas le cas. Par exemple, les partisans des discours qui mettent en avant une science alternative non officielle n'ont pas totalement réfuté la science, comme on le prétend, mais ils vont réactiver un imaginaire complotiste autour notamment de Big Pharma, etc., qui serait le fait de scientifiques corrompus. Et c'est pour ça que leurs figures les plus marquantes, ce qu'ils vont mettre en avant, ça va être également un infectiologue comme Didier Raoult, le professeur Toussaint, qui est quand même professeur dans une prestigieuse faculté, des médecins, etc. Donc ils vont dire non, regardez, ce que nous prodigue le gouvernement, c'est une fausse science, c'est une science corrompue, et nous, on va mettre en avant la vraie science, on va la rétablir. Donc finalement, c'est pas juste une dimension anti-scientifique, c'est une science alternative qui est sujet à des luttes de classe. Et c'est aussi ce que nous montre l'enquête de la fondation Jean Jaurès, qui a publié une enquête qui s'appelle À bas les masques. En fait, les anti-masques, ce sont majoritairement issus des cadres et des professions intellectuelles supérieures. Donc, par exemple, les cadres représentent 18% de l'ensemble de la population française, mais 36% sont anti-masques. Ce qui est largement plus que les employés, 27% de l'ensemble de la population française, seulement 16% se déclarent hostiles au port du masque, et que les ouvriers, qui sont la population donc la moins touchée proportionnellement, puisque 21%, qui représentent 21% de la population française, et 7% se prononcent contre le port du masque. Donc c'est pas une question de niveau d'éducation, comme on a pu l'entendre très souvent, mais c'est aussi un rapport de classe qui est dû au fait que les professions les plus précaires, les professions ouvrières qui sont les plus exposées au virus. Il y a une étude également qui avait montré que la moitié des travailleurs précaires en Île-de-France avaient été contaminés par le coronavirus juste avant le commencement de la deuxième vague. Donc c'est un chiffre qui est largement au-dessus de la moyenne nationale. Tandis que, effectivement, les petits patrons vont avoir tendance à se prononcer contre les mesures sanitaires pour que leur commerce continue de fonctionner et qu'ils continuent à engranger du capital. Oui, on voit bien d'ailleurs à quel point est-ce que finalement des positions prétendument purement scientifiques, voilà, de recherche de la vérité, sont quand même très liées à des intérêts matériels, puisque évidemment les cadres sont la population qui a le plus facilement accès au télétravail et qui peut vivre donc le masque comme une pure contrainte dans les temps de loisirs, alors qu'effectivement les employés et surtout les ouvriers qui ne peuvent pas faire de télétravail, surtout les ouvriers, eux, eh bien évidemment, leur intérêt matériel, c'est quand même de survivre lorsqu'ils sortent dans la rue tous les jours pour aller au travail. Et donc effectivement, ils peuvent du coup avoir moins une tendance à contester le port du masque. Et puis l'exemple des petits commerçants est intéressant, parce qu'évidemment, s'ils contestent les mesures sanitaires, c'est évidemment parce qu'elles nuisent à leur activité économique. Et c'est d'ailleurs assez intéressant cette question finalement d'une analyse matérialiste des positions vis-à-vis de ce qui apparaît comme simplement la vérité ou plus pragmatiquement les mesures sanitaires. Elle nous révèle aussi le fait que là où les gens ont l'air incohérents, c'est-à-dire que d'un côté ils peuvent critiquer le fait qu'on ouvre le Puy du Fou alors qu'on ne leur laisse pas ouvrir leur magasin, tout en ayant une position finalement anti-masque qui du coup, finalement si il n'y a pas besoin de porter le masque, on peut ouvrir le Puy du Fou. On pourrait, dans une approche disons purement rationaliste, dire mais les gens sont incohérents, tout comme les gens qui disent que telle ou telle maladie a été inventée pour détruire telle ou telle population, mais d'un autre côté, ces personnes-là ne sont pas forcément les plus précautionneuses vis-à-vis de la maladie en question. On pourrait y voir une espèce de dissonance cognitive. Or, en fait, c'est assez cohérent, on va dire, d'un point de vue matériel et politique aussi, parce que souvent, ces attitudes, en fait, reflètent une attitude politique. Et c'est pour ça qu'on parlait de lutte sociale, peut-être même plus largement de lutte politique dans le titre. C'est que souvent, les attitudes par rapport aux mesures sanitaires
ou aux différentes théories sur l'origine du virus ou sur son mode de propagation ou sur comment il faut s'en prémunir, etc., sont souvent des attitudes très politiques dans le sens où les gens qui sont le plus défiants vis-à-vis du gouvernement vont avoir tendance aussi à être le plus défiants vis-à-vis de sa gestion de la crise sanitaire et inversement. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément d'incohérence entre dire le vaccin, c'est le produit d'un complot chinois qui veut détruire tel ou tel pays et le fait de dire les masques, on n'en a pas besoin. Parce qu'en fait, dans les deux cas, on conteste la vérité officielle et donc on conteste l'ordre établi. Dans un cas, on conteste la vérité officielle sur les origines du virus et dans l'autre cas, on conteste la biopolitique mise en place par le gouvernement. Il y a une intrication très claire entre la contestation de la science qui est produite par les autorités et effectivement le degré de légitimité du gouvernement et la manière dont il est perçu dans la crise sanitaire. Et finalement, si on prend l'exemple du Covid, la défiance envers le gouvernement, elle a des racines matérielles qui sont tout à fait compréhensibles. C'est-à-dire qu'au début de l'épidémie, on se rappelle, ça a été abondamment relayé, mais que les représentants du gouvernement disaient dans les médias que le masque n'était pas utile, puis il est devenu obligatoire, puis ensuite on a dit mais pas pour les enfants parce qu'ils ne contaminent pas, et là récemment on l'a obligé pour les enfants à partir de 6 ans. À côté, certains lieux sont ouverts, comme les lignes de métro, les grandes surfaces, puis certains rayons sont fermés. Voilà, il y a énormément d'injonctions contradictoires qui font que finalement, ils ne disposent d'aucune légitimité parce que on perçoit de la part du gouvernement, alors certains disent un amateurisme, mais plutôt le fait qu'ils naviguent à vue parce qu'ils sont un peu sur une position d'équilibriste entre le fait de maintenir la vie économique du pays et de ne pas faire freiner la croissance, hein, et le fait de finalement laisser mourir des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. Et donc finalement, cette ambiguïté, elle va nourrir une forte opposition qui va se canaliser dans une pression politique, comme on a pu le voir. Alors aux États-Unis avec Trump, c'est encore autre chose, puisque effectivement là, c'est carrément un conspirationnisme du côté du gouvernement actuel, ce qui peut paraître assez invraisemblable, mais en Allemagne, en Israël, puis en Espagne, en Italie, dans beaucoup de pays d'Europe de l'Est comme la Slovaquie ou la Pologne, il y a lieu de gigantesques manifestations qui vont justement s'appuyer là-dessus, quoi. Où finalement les enjeux sanitaires recoupent des luttes de classe bien réelles, quoi. Oui, et d'ailleurs, ça a déjà été le cas dans le passé, comme c'est très bien documenté par la journaliste Sonia Shah dans son livre qui s'appelle Pandémie, paru aux éditions Éco-Société en 2020. Elle montre bien, par exemple, que les luttes contre des mesures sanitaires en temps de pandémie et des luttes politiques et sociales plus larges, en fait, se recoupent et s'imbriquent largement. Par exemple, à Haïti, dans les années 2010, pour prendre un exemple très récent, on sait que ce sont des soldats népalais de l'ONU qui ont introduit le choléra à Haïti, qui a fait des dizaines de milliers de morts. Et ces soldats ont été amenés sans qu'il y ait suffisamment de tests, et ils ont été amenés aussi parce que c'est les soldats de l'ONU les moins chers, ou moins chers que des soldats de l'ONU américains, par exemple. Et donc, l'ONU, d'une certaine manière, est responsable, évidemment, de cette crise sanitaire, et ce qui fait que lorsqu'elle s'est transformée, entre guillemets, de propagateur de l'épidémie en, gestionnaire de la crise sanitaire qu'elle avait elle-même créée, en essayant de mettre en place des mesures sanitaires, etc., eh bien, elle s'est heurtée à des mesures, à des contestations très fortes de la part de la population, du fait même qu'elle représentait à la fois le propagateur de la maladie et aussi une force d'occupation étrangère, impérialiste. Et donc, ça a conduit effectivement les gens parfois finalement à aggraver la crise sanitaire en cours, mais pour des raisons qui étaient bien politiques et sociales et qui n'étaient pas de l'ordre de la pure irrationalité de masse. Ça, c'est un exemple, mais on pourrait le multiplier et on aura peut-être l'occasion d'en reparler au cours de cette émission, mais c'est un exemple qui montre bien comment est-ce que
les luttes biopolitiques, entre guillemets, et les luttes aussi contre la biopolitique de l'État, et en l'occurrence là de l'ONU, sont aussi des luttes sociales et politiques qui, effectivement, ont mené à des impasses sanitaires, là pour le coup, mais pour autant dont il ne faut pas dénier le caractère politique et social. Et c'est cette gestion catastrophique de l'épidémie, donc qui a plusieurs racines. Là, effectivement, à Haïti, tu parles aussi d'enjeux néocoloniaux. Mais c'est toute cette gestion catastrophique de l'épidémie qui va constituer le terreau à certains discours qui vont soit reporter la responsabilité de la crise sanitaire sur certains groupes sociaux ou sur une conspiration fantasmée, soit la relativiser, comme le font très bien d'ailleurs les partisans de Didier Raoult actuellement. Et en fait, c'est pour ça que il est important de penser les enjeux sanitaires d'un point de vue politique, d'un point de vue matérialiste, et non pas uniquement les déléguer à des professionnels de santé qui finalement ont une vision très 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 rationaliste, très étriquée même, je dirais, hein, qui reste dans une analyse à chaud. Non, et finalement, par exemple, il y a un truc qui a été beaucoup discuté, c'est les lits de réanimation. Donc, certaines personnes ont avancé des chiffres totalement aberrants, comme quoi on pourrait ouvrir des dizaines de milliers de lits de réanimation en quelques semaines. Et effectivement, les autorités sanitaires ont raison de dire qu'on ne peut pas. On ne peut pas car ça nécessite des médecins formés. Mais c'est bien pour cette raison, finalement, qu'il fallait investir davantage dans la formation médicale en amont, ou par exemple subventionner la recherche scientifique. On sait par exemple, il y a une interview d'un médecin sur France Culture où il faisait état de recherches qu'il menait sur le coronavirus avec une équipe il y a maintenant une quinzaine d'années, donc durant l'apparition des premiers coronavirus. Et finalement, on a mis un fin à leurs recherches, justement, car on considérait que ça n'avait pas d'intérêt. Finalement, la question qui se pose directement, c'est la question de la rentabilité qui conditionne à l'heure actuelle complètement la recherche. Et ça, on peut pas le penser, on peut pas le thématiser si on fait pas une analyse matérialiste du capital et de la société du capital en général. Oui, et d'ailleurs, par rapport à la question de la position des autorités médicales dans cette crise, il faut savoir qu'elles-mêmes sont perçues, et d'ailleurs sont objectivement du côté de l'État et des classes dominantes. Et donc, c'est ce qui fait que très souvent, eh bien, même lorsque leur action serait objectivement louable d'un point de vue sanitaire, ces autorités font l'objet de contestations très vives. Pour prendre l'exemple de la crise d'Ebola en 2014 en Afrique de l'Ouest, eh bien, on sait que les travailleurs sanitaires, qui pour la plupart ne venaient même pas du pays où ils intervenaient, étaient perçus voilà, comme des forces d'occupation envoyées par un gouvernement qui était perçu comme complètement illégitime et oppressif par les populations touchées par Ebola, eh bien, se sont fait attaquer, parfois en sont mortes même, mais parce qu'elles représentaient l'ordre établi au nid par les populations locales touchées par l'épidémie d'Ebola. Et donc, ce n'est pas simplement une simple irrationalité ou une simple croyance alternative, voilà, une défiance vis-à-vis de la médecine occidentale, c'est aussi une lutte sociale et politique qui, au final, et il faut bien le dire, a eu des effets catastrophiques d'un point de vue sanitaire, puisque évidemment, ça perturbe évidemment la lutte contre la propagation de l'épidémie, mais ça avait bien un sens politique et social pour ces gens-là, et donc il faut évidemment toujours rappeler que les autorités médicales, elles ont une position particulière plutôt du côté des classes dominantes et de l'ordre établi, et leur discours donc est perçu comme le produit d'une défense de cet ordre établi, d'où la contestation des autorités médicales et de leur discours. Effectivement, ces luttes, elles sont aussi alimentées par un fort racisme qui a pu se voir, par exemple, notamment avec Ebola, où on disait que c'était parce que les Africains ne respectaient pas les normes d'hygiène élémentaire. Pareil avec le coronavirus, hein, c'était le virus chinois, comme l'a appelé Trump, du fait des marchés
où se vendent des pangolins et autres animaux sauvages, etc. Donc c'est encore une fois une responsabilisation raciste des, euh, des populations non occidentales, même avec le sida, hein, finalement. Pendant longtemps, on a cru que le sida, c'était parce qu'un homosexuel avait couché avec un singe, etc. Donc ça réactive un imaginaire homophobe très fort. Et du coup, il y a une défiance tout à fait légitime de la part de ces populations qui vont rejeter un paradigme scientifique qui est empreint de toute forme de discrimination extrêmement forte à leur encontre. Alors que, paradoxalement, la responsabilité des élevages industriels, du fait que les virus se développent notamment parce que les animaux sont aujourd'hui élevés dans des chaînes industrielles qui sont tous à proximité et que du coup le virus se transmet très rapidement et peut muter sur une surface extrêmement restreinte, bah, cette responsabilité-là, elle est rarement questionnée en réalité. Là par exemple très récemment on a pu voir au Danemark que le virus avait muté de façon très dangereuse puisque il était beaucoup moins sensible aux anticorps et du coup ça remet en question jusqu'à l'efficacité d'un vaccin. Et finalement, la seule réponse du Danemark à cela, ça a été d'éliminer, je crois qu'il s'agit d'un chiffre comme 15 millions de visons dans ces élevages industriels nationaux. C'est déjà quelque chose qui avait été fait lors de la grippe aviaire, par exemple, avec les oiseaux, et lors de la grippe porcine, encore une fois, c'est des épidémies qui partent d'un mode d'élevage spécifique, industriel, capitaliste, dans des zones qui ne sont pas du tout contrôlées, réglementées, comme ça devrait être le cas. Oui, c'est intéressant ce que tu dis sur le fait que finalement, à chaque pandémie ou à chaque épidémie, c'est un groupe minoritaire, souvent qui est accusé de tous les maux, plutôt que d'accuser en fait les facteurs structurels liés voilà, notamment à la déforestation, à l'élevage industriel, etc. C'est-à-dire un ensemble de facteurs qui sont évidemment liés au capitalisme. Et Sonia Cha dit dans son livre Pandémie, que effectivement parfois il y a évidemment un lien entre ceux qu'on accuse d'être les porteurs de cette maladie au début, les soldats népalais dans le cas d'Haïti, ou les Irlandais dans le cas du choléra à New York au 19e siècle, mais ces populations eh bien, l'ont eu en raison de facteurs dont ils ne sont pas responsables. Et évidemment, il s'agit non pas de rendre ces populations responsables, même si elles ont joué un rôle dans la propagation du virus, mais bien d'interroger évidemment les structures capitalistes qui ont produit ces pandémies. Et après, pour revenir sur la première partie de ce que tu disais, sur le fait qu'il y avait une légitimité à contester la biopolitique d'État lorsqu'elle s'accompagnait d'un discours raciste ou néocolonial, on peut penser à l'exemple du sida, qui est un exemple très intéressant puisque que ce soit les homosexuels new-yorkais des années 80, beaucoup d'hommes afro-américains des années 90 ou également des gouvernements même africains dans les années 90, tous ont eu un discours assez conspirationniste pour ce qui est de la communauté homosexuelle, contre l'idée que le sida serait un cancer homosexuel, ce qui était le discours de la droite néoconservatrice américaine, certains ont dit que c'était au contraire un virus qui avait été créé en laboratoire par le gouvernement américain pour exterminer la communauté homosexuelle. Et dans les années 90, on a eu le même discours de la part de certains dans la communauté afro-américaine qui disaient que en fait, le sida avait été créé pour détruire la communauté noire. Et donc, on a déjà un petit peu abordé cet aspect-là dans notre émission sur le conspirationnisme, mais évidemment que ce type de discours, qu'on peut évidemment critiquer comme étant conspirationniste, comme étant infondé empiriquement, et comme ayant eu des conséquences sanitaires délétères, puisque souvent ces positions conspirationnistes s'accompagnent de positions un peu relativistes, qui a fait qu'on a constaté dans les années 90, au moment de la circulation de ces discours dans la communauté noire, une baisse du port du préservatif qui a contribué à aggraver en fait l'épidémie du sida, qui touchait déjà plus particulièrement la communauté noire aux États-Unis. Mais malgré tout, effectivement, il y avait des raisons de ce genre de discours qui ne sortaient pas de nulle part et qui allaient contre des discours racistes ou homophobes de la part de l'establishment. Et dans le cas de certains gouvernements africains, eh bien,
certains ont développé une position négationniste en disant que le sida n'existait pas et que ceux qui mouraient, en fait, ils mouraient simplement de la faim, parce qu'ils réagissaient à des reportages occidentaux sensationnalistes en disant en Afrique, tout le monde meurt à cause du sida. Et donc, ça faisait partie d'une certaine contre-propagande par ces gouvernements de dire mais non, en fait, les gens ne meurent pas du sida, ils meurent de la faim. Et donc là, ça faisait partie voilà, typiquement d'une lutte géopolitique entre les États africains et les États occidentaux, parce que les États occidentaux blâmaient évidemment les gouvernements africains pour laisser mourir leur population, alors qu'au contraire, les gouvernements africains avaient tout intérêt à dire mais non, c'est à cause de la faim, et donc sous-entendu, c'est à cause d'une aide alimentaire insuffisante, ou des restants, ou de l'impact du colonialisme et du néocolonialisme, etc., etc. Donc on voit bien en fait finalement en quoi est-ce que, même si ces positions évidemment conspirationnistes ou relativistes, voire même négationnistes, dans le cas du sida, elles ont eu des conséquences très négatives, parfois même sur les populations qui les portaient, en l'occurrence les homosexuels dans les années 80 aux États-Unis et les Noirs aux États-Unis dans les années 90, mais pour autant qu'elles ne peuvent se comprendre que dans un contexte social et politique, et notamment en réaction à des discours racistes, colonialistes ou homophobes. Ça peut paraître un lieu commun de le dire, mais le conspirationnisme se construit toujours en opposition à une norme dominante, en fait, hein. C'est un peu sa raison d'être. Et c'est notamment ce qui se passe lorsqu'on a affaire à des stratégies de responsabilisation de la part du gouvernement, qui dit la poursuite de l'épidémie, c'est pas de notre ressort, c'est à cause de la population qui fait n'importe quoi. Alors parfois ils invoquent la culture, notamment ce qu'a fait le gouvernement français pour expliquer la différence entre la France et la Corée du Sud, hein. Finalement, c'est que là-bas ils seraient plus disciplinés. Donc encore une fois, c'est de la faute de la population. Et du coup, forcément, ça nourrit un certain ressentiment vis-à-vis d'un gouvernement qu'on estime incompétent, à raison, et qui en plus nous renvoie la faute sur le dos. Par exemple, aussi un autre exemple, c'est qu'au début des années 90, il y a un couple de Leominster en Angleterre, Laurie et Larry Altobelli, qui ont déclenché un scandale mondial en constatant finalement ce qu'ils appelaient une flambée d'autisme dans leur village. Alors en réalité ce n'était pas le cas, c'est juste que les critères de diagnostic avaient été élargis, donc forcément on trouvait plus de personnes autistes dans la population. Et en fait ils l'ont attribué à la pollution chimique, de leur ville, pollution chimique qui existait réellement, hein, qui était une réalité tangible, mais finalement très vite ça a été déformé et on s'est dit qu'il y avait une tentative du gouvernement ou de je ne sais quel réseau obscur de rendre les gens autistes, etc. Donc qui a été repris par plusieurs médecins comme Wakefield ou Coulter, qui sont des autorités médicales qui ont établi des liens de causalité entre les vaccins, l'autisme, etc. Et au final, ça a eu des répercussions sanitaires dramatiques, puisque c'est en Suisse et l'émergence dans ces pays d'un mouvement anti-vaccin extrêmement fort, qui fait que les gens, par peur que Big Pharma transforme leurs enfants en autistes, refusaient de se faire vacciner contre la polio, contre des maladies comme la rougeole, etc. Et donc il y a eu une résurgence de ces maladies. Et finalement, donc, dans le cas de Wakefield, encore une fois, les autorités médicales ont été très très tardives à réagir, puisqu'il ne fut radié de l'ordre des médecins qu'en 2010, soit plus de 15 ans après ces premiers écrits, qui avaient dès le départ été établis sans preuve. Et ça, c'est assez symptomatique de la difficulté qu'ont les autorités médicales et sanitaires à appréhender la dimension politique de tels événements. Et à côté, les industries chimiques de Leominster, finalement, elles se sont complètement dédouanées et tout ce qui devait être questionnable, c'est-à-dire l'impact de cette pollution, non pas sur l'autisme des enfants, mais sur la santé des travailleurs et des habitants alentours, et sur les désastres écologiques que ça a causé, ça n'a pas été questionné. Oui, bien sûr, c'est important de rappeler effectivement que la contestation des vaccins, notamment, elle prend racine dans une contestation
des perturbations écologiques d'origine industrielle et aussi dans une contestation d'industries capitalistes perçues comme trop puissantes, qui font régulièrement l'objet de critiques sur tel ou tel médicament, comme le Mediator qui aurait tué des centaines de personnes. Effectivement, l'histoire de l'industrie pharmaceutique est aussi l'histoire d'une longue série de scandales de médicaments, de tel ou tel traitement qui auraient eu des conséquences sanitaires délétères. Et donc, il y a effectivement des racines matérielles objectives à ce ressentiment anti-vaccin, d'autant plus que le vaccin peut paraître comme voilà, une biopolitique autoritaire des gouvernements à partir du moment où effectivement les autorités ont depuis le 19e cherché à l'imposer, parfois par la force, hein, il faut bien le dire, et encore dans les années récentes, ça a été parfois imposé dans certains pays d'Asie du Sud-Est par la force, par l'armée américaine. Et donc, toute cette défiance vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique, où les gens peuvent avoir des raisons objectives d'être défiants vis-à-vis des gouvernements et de leur autoritarisme, et bien tout ça, effectivement, nourrit un discours anti-vaccin qui, évidemment, a des conséquences sanitaires dramatiques, notamment sur les personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner, les nourrissons ou les personnes qui sont intolérantes à certains types de vaccins. Mais pour autant, effectivement, il y a bien des raisons sociales et politiques à ce rejet des vaccins. Et d'une certaine manière, l'autoritarisme de l'État en matière de vaccins ou le caractère capitaliste de l'industrie de production de vaccins et de médicaments nourrit, entre guillemets, une réaction qui est effectivement extrêmement critiquable et dommageable. Mais il faut évidemment penser les deux phénomènes ensemble et ne pas prendre position pour l'un des deux pôles. Après, d'un autre côté, évidemment, il ne s'agit pas dans cette émission, en montrant le fait qu'il y a des racines matérielles, politiques, économiques, sociales, de ces contestations anti-sanitaires, d'une certaine manière, de légitimer, évidemment, comprendre, ce n'est pas excusé pour voilà, donner tort à Manuel Valls. Mais évidemment, il faut bien comprendre que les réactions anti-sanitaires d'une partie de la population ne proviennent pas de son manque d'éducation, de son irrationalité, de sa bêtise et de son ignorance, mais bien plutôt de conflits de classe, de race, politique, etc., etc. Et que donc, De genre aussi. et de genre, évidemment. Et oui, effectivement, le cas du genre est intéressant puisque on sait que, par exemple, la communauté anti-vax états-unienne est majoritairement composée de femmes, puisque évidemment, c'est aux femmes que on donne dans la société patriarcale le soin des enfants, et donc elles se sentent d'autant plus responsables de la santé de leurs enfants, et donc elles ont peur qu'ils deviennent autistes. Par exemple, en plus avec tout un arrière-fond en plus validiste, bon, ça qui est propagé beaucoup plus largement que dans la communauté anti-vax, évidemment. Mais donc on voit que, un peu comme dans le cas du conspirationnisme, finalement, ces contestations antisanitaires sont des impasses politiques, et là en l'occurrence sanitaires, puisqu'elles peuvent conduire à des formes de négation. Par exemple, dans le cas, par exemple, de tout le discours anti-psychotrope, il peut y avoir une négation des souffrances psychologiques de certaines personnes. Dans le cas, par exemple, des contestations, par exemple des chimiothérapies, il peut y avoir aussi, eh bien, on peut envoyer du coup les gens à la mort parce qu'ils ne se soignent pas pour leur cancer. Donc souvent, ça a des conséquences graves, ce discours antisanitaire. Mais pour autant, voilà, il s'agit aussi de comprendre comment est-ce qu'il arrive. Et il n'arrive pas pour des raisons de problèmes cognitifs, mais plutôt pour des raisons politiques, économiques et sociales. Et que si on veut aller à la racine des attitudes antisanitaires et qu'on veut améliorer la situation de ce point de vue-là, c'est plutôt en contestant l'ordre social, politique et économique qui a produit ces attitudes antisanitaires qu'il faut se tourner et non pas vers voilà, l'idée qu'il faudrait changer les individus en les rendant un peu moins bêtes. Exactement, en refusant de penser la manière dont sont réceptionnés par les populations les discours scientifiques, médicaux, et même je dirais plus en refusant de penser la manière dont sont
produit la connaissance scientifique, on se condamne finalement à rester aveugle aux déterminations matérielles du rejet de la science et à rester dans des considérations morales, voire effectivement, comme tu l'as dit, psychologisantes. On va penser que les gens réfléchissent mal, qu'ils n'ont pas vraiment compris, etc. Et on va les renvoyer vers des discours scientifiques totalement abscons, mais abscons également pour les gens qui les relaient finalement, parce que c'est aussi une argumentation d'autorité généralisée. Hein. Les gens qui nous disent de faire confiance en la science n'ont probablement pas les compétences nécessaires pour analyser un traité de physique quantique ou de chimie biomoléculaire. Et c'est aussi ça, c'est tout le rapport finalement qu'on a à la connaissance, aux politiques, un rapport qui est finalement très hiérarchisé, qui doit être questionné. Oui, tu as raison effectivement de pointer la question finalement du rapport à l'autorité, parce que effectivement, les détenteurs du savoir médical et scientifique dans notre société le sont aussi parce qu'on leur donne une certaine place dans l'ordre social et qui constituent des autorités au sens fort, c'est-à-dire que globalement, on les place plutôt du côté des classes dominantes. Et donc, que leur savoir est en même temps un pouvoir, sans tomber non plus dans une forme de foucaldisme voilà, qui a ses limites. Mais disons que ce qui est clair, c'est qu'une partie de la défiance qu'ont les gens envers les discours scientifiques dominants ou alors envers les discours scientifiques tout court, parce qu'il y a deux attitudes. On peut préférer le professeur Raoult ou on peut préférer la philosophie védique. Donc évidemment, c'est pas à chaque fois la même chose. Mais disons que dans les deux cas, on pourrait presque dire que de la même manière que l'autorité scientifique et la vérité officielle se perpétuent de manière autoritaire et se transmet de manière autoritaire dans notre société, et bien du coup, de cette manière, lorsque les gens contestent les autorités scientifiques et médicales, du coup, ils contestent aussi leur discours et aussi éventuellement la méthode scientifique, voilà, qu'il ne s'agit pas de fétichiser, mais contestent cette méthode scientifique. Et donc, d'une certaine manière, comme on est dans un rapport à ces autorités, qu'on nous demande finalement un rapport d'adhésion inconditionnelle, de croyance, il faut avoir la foi dans la médecine, dans la science, hein, la religion de l'âge industriel, comme le disait Guillaume Cardinaux dans son livre issu de sa thèse, et que ceux qui dispensent ces discours sont du côté des classes dominantes et ont un statut social privilégié, eh bien, de ce fait, quand les gens vont contester ces autorités, ils vont contester les méthodes et la vérité, entre guillemets, que produisent ces personnalités, et vont se tourner, et c'est là où finalement ça reconduit le mécanisme, de la même manière qu'on leur demandait d'adhérer inconditionnellement et de croire en telle ou telle autorité, tel ou tel gourou, ils vont se tourner vers un autre gourou, avec sa propre méthode, son propre savoir, lui aussi enseigné et asséné de manière tout aussi autoritaire. Et donc, d'une certaine manière, bon, évidemment, on ne sort pas de cette impasse, mais ça permet de comprendre peut-être le fait que on s'étonne beaucoup du fait que les gens se tournent vers Didier Raoult ou vers voilà, des croyances plus ésotériques et plus spirituelles et plus mystiques. Mais en réalité, ça provient aussi, à mon avis, du fait que notre attitude vis-à-vis de la science et de la médecine dans notre société n'est pas si scientifique que ça, dans le sens où on nous demande souvent de croire au discours des autorités scientifiques plutôt que de les examiner avec un esprit critique et informé. Et d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que fréquemment des médecins ou des scientifiques bien installés diffusant une vérité officielle nous ont dit n'importe quoi et qu'on les a crus. Il suffit de penser aux médecins pro-tabagisme aux États-Unis des années 50, 60 et au-delà, qui disaient que fumer c'était bon pour la santé, ça permettait de lutter contre le cancer. On a plein d'exemples de cas où des médecins ou des scientifiques qui représentaient le consensus scientifique dominant ou au moins, disons, la vérité officielle qu'on diffusait dans les journaux, à la télévision, etc., on dit n'importe quoi et c'est aussi une des sources pour lesquelles
les gens sont devenus défiants vis-à-vis des scientifiques et des médecins officiels et se sont tournés vers des gens qui peuvent raconter autant de salades, voire encore plus de salades, qui leur permettent de contester l'ordre dominant, ses autorités et ses discours. Tout à fait, il y a aussi une conception très, très illusoire de la science dans les milieux un peu rationalistes, qui serait de penser la science comme une progression unilinéaire à travers l'histoire, où on va simplement acquérir de plus en plus de connaissances qui seront toutes parfaitement fondées et qui resteront gravées dans le marbre, alors qu'on sait historiquement, alors tu as utilisé l'exemple des médecins pro-tabac dans les années 50-60, mais également ce qu'on avait, c'est les théories raciales au 19e siècle avec Gobineau, Chamberlain, etc. Et tous ces médecins qui nous assénaient dur comme fer, et ce n'était absolument pas contesté à l'époque, que finalement on pouvait classer les êtres humains selon leur race avec des méthodes scientifiques, qu'on pouvait en tirer des traits de caractère, etc. Tout ce genre de procédé qui a aussi été utilisé à l'encontre des femmes, ce qui a notamment été décrit par Elsa Dorlin dans son livre La matrice de la race, ou par Michel Foucault, sur l'hystérie, etc. Toutes ces choses qu'on a attribuées au sexe féminin, aux règles, aux humeurs, etc. Et tout ça, c'était appuyé par des considérations scientifiques. Hein, je pense pas qu'on doit mettre de guillemets à scientifique, car c'est comme ça que la science est produite. Et là, on touche à un enjeu épistémologique plus large, qui fait que la science, elle a toujours été l'objet de conflits internes. C'est quelque chose qui est développé par Thomas Kuhn notamment, qui va parler justement de paradigmes scientifiques. Il existe plusieurs paradigmes qui sont concurrents. Des fois, il y en a un qui renverse l'autre, mais deux peuvent coexister, deux paradigmes scientifiques, deux visions d'une même discipline scientifique. C'est l'enjeu de débat, de conflits, etc. Et on peut pas juste résumer ça à un unanimisme béat, parce qu'on produirait du savoir par des expériences, et que ce savoir se dissolverait dans un espèce d'encyclopédie de l'intelligence que porteraient les chercheurs. Oui, c'est important effectivement de rappeler que ce qu'a bien montré, comme tu dis, la sociologie des sciences, c'est que la science, c'est pas un savoir qui est produit en dehors de la société et selon des logiques qui n'ont rien à voir avec celles de la société, mais que d'une part, elle fait partie de la société et que donc, par exemple, les médecins et les scientifiques ont une place privilégiée dedans, que leur discours peut aller dans le sens de conforter l'ordre établi, ce qui fait que beaucoup de médecins et de scientifiques, par exemple, défendent objectivement les intérêts des industries pharmaceutiques, chimiques, agricoles, etc. Et puis d'autre part, elle fonctionne aussi comme une forme de mini-société, et dans le sens où il y a des rapports de pouvoir, il y a des contestations, il y a des controverses, et il ne faut pas tomber pour autant dans une forme de relativisme à la Feyerabend, dans le sens où finalement tout ça n'est que discours, tout se vaut, etc. Il y a des discours qui sont plus proches de la réalité empirique que d'autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut tomber non plus dans une forme de positivisme popperien, où on peut trier le bon grain de livret très facilement avec une méthode scientifique infaillible. Ça veut juste dire qu'effectivement, on peut s'accorder assez facilement sur le fait qu'on est plus ou moins proche de la réalité, que telle ou telle théorie est plus ou moins proche de la réalité. Mais pour autant, on est plus ou moins proche, les choses sont souvent complexes, et donc il ne s'agit pas non plus de tomber, au contraire, dans une forme de scientisme, c'est-à-dire de croyance que la science dispenserait un savoir unique et vrai qui collerait parfaitement à la réalité. Donc tout ça pour dire, même s'il ne faut pas se perdre dans les débats épistémologiques, c'est important de rappeler effectivement comment est-ce que la science fonctionne. Là, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit simplement qu'il ne faut pas croire béatement à tout ce qu'on nous dit, que ce soit d'ailleurs de ce que dit Didier Raoult ou de ce que disent les autorités médicales, ni non plus tomber dans une forme de scepticisme absolu qui est malheureusement une méthode qui souvent conduit à une forme de relativisme, voire à une forme de négationnisme. Rappelons que
la méthode hypercritique, c'est une méthode qui est utilisée par les négationnistes, finalement, on va dire, presque un excès de rationalité scientifique, le négationnisme sur ce qui les arrange, et puis sur d'autres, par contre, ils sont dans un déni complet de la rationalité scientifique. Donc voilà, ce rapport aussi à la rationalité scientifique, il est assez complexe. Moi, je serais un peu plus nuancé sur Feyerabend. Moi, je vois plus dans son livre Contre la méthode. Alors, je vois moins une charge hyper relativiste contre la science en général qu'un appel à s'émanciper d'un carcan réducteur que serait la méthode scientifique unique, etc., mais qui serait pas vraiment pas une forme de tout sauvotisme, mais plutôt un appel à diversifier les procédés de recherche, un appel qui se veut heuristique, c'est-à-dire que au final, ce qui importe, c'est la production scientifique au bout du compte, quoi, et pas forcément l'application d'une méthode institutionnelle. Mais ensuite, effectivement, ça se vérifie, ça se pense. Le résultat, c'est le résultat qui importe, quoi, finalement. C'est un appel à diversifier la recherche. Et juste, j'ai oublié ce que tu venais de dire avant que je prenne la parole. Oui, je parlais de qu'est-ce que ça veut dire pour aujourd'hui, qu'il fallait ni être croyant, ni dans une espèce d'hypercritique sceptique. Oui, bah, oui, non, ça aussi, c'est un biais qu'on peut retrouver chez certains groupes zététiciens, donc des groupes qui se veulent hyper critiques, très, très rationalistes, etc. C'est qu'à force de dépolitiser la science, à rejeter tout postulat comme quoi la science serait aussi un enjeu politique, et ben, ils tombent effectivement dans des travers très dommageables, comme tu dis, avec le négationnisme, par exemple Jean Bricmont, qui est une figure assez éminente des milieux zététiciens, qui s'est retrouvé à nier l'existence de la Shoah. Alors évidemment, il ne le fait pas ostensiblement, il avance à couvert, il a dit il faut se poser la question, il faut douter, etc. Et du coup, il remet en question des décennies de recherche historique pour le re-questionner encore et encore, et il ouvre la voie. Alors à ce niveau, je ne parlerai même plus d'idiot utile, hein, à mon avis c'est complètement conscient, à la négation du génocide et à un antisémitisme virulent. Oui, c'est pour ça que il me semble que sans tomber non plus dans la facilité de dire il faut un juste milieu, que effectivement il faut repenser notre attitude au discours scientifique en essayant de se prémunir ni d'une posture de la croyance inconditionnelle à ce qu'on dit, c'est l'état de la science, et bien savoir, bien être, essayer de s'informer sur voilà qu'est-ce qui est consensuel, qu'est-ce qui n'est pas consensuel, qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui fait moins sens. Voilà, même si évidemment on n'a pas toujours une formation scientifique qui nous permette voilà d'avoir ce genre de jugement éclairé, mais disons que voilà, on peut essayer de tomber dans une forme de doute raisonnable, c'est-à-dire qu'il y a des choses où raisonnablement, bon, effectivement, on n'est peut-être pas sûr de tout ce qu'on nous dit sur le coronavirus, mais il y a des choses, effectivement, où globalement, on peut se dire que, a priori, porter un masque, c'est mieux que pas en porter, que effectivement, il y a tout un faisceau de preuves et un large consensus scientifique sur le fait que globalement, ça nous protégerait en partie du coronavirus. Il s'agit effectivement de trouver une juste position épistémologique, tout en gardant bien en tête que, et je pense que c'était quand même le point central de cette émission, que ces enjeux épistémologiques ont toujours des implications politiques et des racines politiques ou des racines matérielles, et que évidemment, on a souvent tendance à être hyper critique vis-à-vis de ce qui ne nous arrange pas matériellement, alors qu'on a plutôt tendance à croire ce qui nous arrange matériellement. Donc, évidemment, il faut bien avoir conscience aussi de ces racines matérielles, des attitudes, enfin aussi de la méthode de traitement des discours scientifiques. Donc en tout cas, on espère que cette émission un peu expérimentale vous aura éclairé sur les enjeux politiques sociaux de l'attitude par rapport à la biopolitique d'État, par rapport à la question des autorités médicales et scientifiques, et aussi par rapport aux contestations des mesures sanitaires ou des théories officielles, entre guillemets, sur le coronavirus. Et puis, évidemment, cette émission, elle devrait permettre aussi de reposer ces questions, pas seulement au sujet du coronavirus et de la biopolitique du coronavirus,
mais plus largement de tout ce qui a un rapport avec la médecine et la science moderne, donc sur la question des vaccins, la question des autres épidémies et des autres pandémies, ou la question plus largement des médicaments, de la médecine moderne, etc. Et donc, en tout cas, d'essayer de faire de ces enjeux, pas simplement des enjeux épistémologiques, même si ce sont aussi des enjeux épistémologiques, on a essayé d'en dire un mot à la fin de cette émission, mais aussi des enjeux politiques et sociaux, qui ne veut pas dire qu'on doit prendre n'importe quelle forme de contestation de l'ordre médical ou de la biopolitique comme des contestations politiques émancipatrices. Au contraire, ce sont quasi systématiquement des impasses, tout comme le conspirationnisme est quasi systématiquement ou systématiquement d'ailleurs une impasse. Mais pour autant, évidemment, si on veut lutter contre ces phénomènes, que ce soit le conspirationnisme ou que ce soit le relativisme sanitaire ou le négationnisme sanitaire, il faut comprendre les racines matérielles, politiques et sociales de ces phénomènes. Mais voilà, finalement, nous aussi, on a une méthode, c'est la méthode matérialiste. Oui, effectivement, notre méthode, effectivement, c'est une méthode matérialiste où on va chercher, du coup, à comprendre les phénomènes sociaux, que ce soit la biopolitique de l'État ou que ce soit la position des médecins dans l'ordre social, ou que ce soit les motivations des contestations antisanitaires. Voilà, la méthode matérialiste nous permet de comprendre un petit peu plus ces différents phénomènes sans en faire une question de vérité ou de fausseté, puisque généralement c'est plutôt lié à des intérêts politiques et matériels plutôt qu'à des purs enjeux de savoir. Donc même si évidemment il faut garder une réflexion épistémologique à l'esprit, et aussi dire que oui, tel ou tel discours est infondé et faux, eh bien, essayer d'aller au-delà, disons, de ce constat de la fausseté de telle ou telle affirmation, et d'interroger les causes matérielles, politiques et économiques qui poussent tel responsable gouvernemental ou tel gourou de la science alternative à dire ce qu'il dit. Donc voilà, on espère que du coup, on a un petit peu éclairé la manière dont on peut appréhender ces questions-là à l'ère du coronavirus. Donc merci beaucoup Lucky de nous avoir rejoints pour cette émission expérimentale. Et donc on invite les auditeurs et les auditrices également à écouter notre émission sur le conspirationnisme qui fait écho d'une manière ou d'une autre à ce qu'on vient de dire aujourd'hui. Donc merci beaucoup. Merci à toi. Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes. La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne. Une société raciste n'est pas la collection composite de groupes hétérogènes, mais fonctionne suivant un système de relations entre groupes de pouvoir inégal. Non, la race n'existe pas. Si, la race existe. Non, certes, elle n'est pas ce qu'on dit qu'elle est, mais elle est néanmoins la plus tangible, réelle, brutale des réalités.